Alors ça peut paraître une question de rien, mais question de rien, ça peut vous envahir toute la tête. À quoi bon faire des vidéos verticales? Est-ce qu'il y a une injonction? Et puis d'où ça vient, tout simplement? Récemment, j'ai entendu ça. Un gars qui disait, mais une vraie vidéo. Ça voulait de quoi dire vraie vidéo? Une vidéo faite verticalement au téléphone. Alors que le téléphone, vous le tournez comme ça, il vous fait des vidéos parfaitement horizontales. Et encore mieux si vous vous servez d'une petite appli genre Filmic Pro qui vous permet de bien régler les contrastes. Il faut le tenir comme ça. Ah oui, l'injonction, elle vient d'où? Pas de faire la vidéo, elle vient de l'usage. Tous ces gens là que vous voyez partout qu'attendent. Est-ce qu'ils attendent avec un livre? Pourtant, c'est beau, l'arrière-pays d'Yves Bonnefoy. Non, ils attendent avec le téléphone. Vous êtes en cours, ils sont là sur la table, d'un air dégagé, tu vois le doigt qui fait téléphone. Même en muet, même les vidéos, tu peux les regarder en muet, t'as les sous-titres qui passent, puis de toute façon, t'as des petites oreillettes. Mais c'est quoi ça, où on va? Alors si tu te poses la question en disant où on va, eh bien, ton devoir d'artiste, oh l'artiste, hein. Rimbaud, s'implanter des verrues sur le visage. En ce moment, je me donne la contrainte de prononcer cette phrase une fois par jour, tous les jours. T'es pas forcé de suivre le courant. T'es pas forcé de faire des photos verticales parce que TikTok propose des vidéos verticales. T'es pas forcé. De toute façon, TikTok, je regarde pas ça. J'allais dire, ça me révulse un petit peu. Mais c'est quoi TikTok? Il se passe que tout d'un coup, c'est comme quand tu sors de ta maison, que tu prends le bus, tout d'un coup, tu sors de la maison littérature. Est-ce qu'il y a une injonction morale pour nous à dire « sortons de la maison littérature » ? Pas forcément. On est bien entre nous dans la maison littérature. Il y a à transmettre, il y a l'éducation nationale, toutes ses armées, toute sa puissance, toute la rigueur, la volonté de ses profs. Oh là là, ça me fait des émotions même. Mais c'est leur boulot. C'est pas le nôtre. Nous, notre boulot, c'est quoi? Justement, s'implanter des verrues sur le visage. On fait des expériences, puis après, c'est rétrospectivement que s'instaure. Ça valait le coup de faire ça, ça valait le coup d'écrire ça, ça valait le coup de filmer ça. Sinon, ça s'en va dans le grand monde perdu. Mais le grand monde perdu, ça, c'est le livre de Judith Schlanger, Présence des œuvres perdues, livre qui me hante depuis 2-3 ans là, que je l'ai découvert. Merci pour l'indication. Tout ce continent du perdu, comment il est présent fantomatiquement dans ce qui, rétrospectivement, est élu comme l'œuvre qui, elle, traverse. Oh là 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 là, j'en suis loin de mon truc vertical, horizontal. Pourtant, est-ce que l'image, elle est née en rectangle? Non, elle est née sur des poteries, sur des murs. Elle est née petit à petit, par exemple les médaillons, les petits portraits avec la boucle de cheveux pour relier le portrait à qui en a permis l'image, et puis la liaison là, à votre corps du petit médaillon, et puis ça fait le portrait ovale d'Edgar Poe. Ou bien ça fait ce qu'on voit sur les tombes dans les cimetières. C'est rarement des photos rectangulaires quand vous allez dans le vieux cimetière de Gênes qui domine la ville, ces petits médaillons que le temps efface. Donc à la limite, on aurait pu inventer que pour TikTok, on fasse des médaillons ovales. D'ailleurs, sur mon Final Cut, j'ai un petit plugin pour faire l'ovale dessiné autour. Et alors TikTok, pas TikTok, c'est ça aussi
la question. Ils se sont tous mis à courir derrière. Alors YouTube, ils ont inventé ce qu'ils appellent les shorts. Moins d'une minute. Et moins d'une minute, à ce moment-là, bah, ça te parasite, ça t'encombre. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est ces trucs? Tu fais toute une démarche pour regarder 50 secondes. Et en plus, ce qu'ils te disent, en général, va donc regarder... ma vidéo, et à peine YouTube crée ses shorts de moins d'une minute, que TikTok augmente sa durée à 3 minutes, maintenant je crois même que c'est 7 ou 8, et Instagram qui se met dans la course. C'est important d'en parler, est-ce qu'on est des suiveurs? Non, on est là en disant comment on résiste aux algos, comment on détourne leurs algos pour rester dans ce qui compte pour nous, artistiquement, esthétiquement. Instagram est né par la photographie. Une plateforme qui met en avant la photo plus que le texte. Ça a été détourné. Le texte est venu se glisser sur Instagram. Ils ont volé à Snapchat l'idée des stories, les stories inclus d'une relation permanente texte-image ou texte en tant qu'icône associé à des icônes, à des images, insérant aussi la vidéo. C'est des objets complexes. Moi, j'y vais pas. Mais c'est fascinant de voir comment une génération qui arrive s'en sert comme du geste de poème. Est-ce qu'il est autoréflexif pour autant? Non, puisque la série est condamnée à disparaître. Mais cette notion d'éphémère, elle aussi, elle importe. Il y a un gars qu'il faut suivre, il s'appelle Adam Mosseri, M-O-2-S-E-R-I, c'est le patron d'Instagram. Ce gars, oh là là, il fait le modeste. Peut-être qu'il l'est. En tout cas, sur Instagram, toutes les semaines, il est là et il en parle de comment ça se passe pour eux. Il faut toujours décrypter, hein, parce qu'il faut toujours dire « Ah ouais, on veut aider les créateurs ». Ah ouais, c'est leur mot, ça, les créateurs. On veut aider les créateurs à en vivre. Les créateurs, ils peuvent vivre de ce qu'ils font. Bah ouais, mais quand il parle créateur, lui, c'est les types qui en ont 1 million de vues sur leur machin. Moi, c'est pas mon cas. À un moment, par exemple, il y a quelques mois, il dit Instagram, c'est mobile first. Mobile first. Instagram, c'est fait pour être vu sur le téléphone. Instagram, vous pouvez avoir les fonctions, ils les ont rajoutées, on peut gérer son compte Instagram depuis son ordi, mais c'est fait pour être utilisé là, avec la main et le doigt qui balaye. Mais c'est eux qui, quand ils disent first, ils font en sorte que tu n'aies pas le droit de le regarder autrement. C'est un mouvement général, c'est aussi une vidéo que je voudrais faire, comment ces petites choses jouent sur la proximité. Tiens, là, ma lumière, là, je peux la transformer en lumière jaune ou verte, mais je le ferai avec le téléphone. Ça gère la proximité. Tenez, j'étais en Floride, aux USA, tu es dans un hôtel, tu veux aller laver tes t-shirts, et ben tu vas dans une salle, il faut que tu télécharges l'application, que tu payes. Avant, on prenait des pièces de 25 cents, on les collectionnait pour avoir les 4 pièces de 25 cents pour la machine à laver, 4 pièces de 25 cents pour le séchage. Ah non, il faut que tu passes par l'appli. Et l'appli, là, tu es dans la salle de l'hôtel au sous-sol où tu as les machines à laver, les sèche-linges, mais elle reconnaît par Bluetooth, myope à moins de 2 mètres, le numéro des machines, et si tu appuies 3, c'est la bonne machine. C'est compliqué, c'est pas simplement les questions d'Instagram. Il y a toujours ce truc-là. L'appareil pourrait être inséré dans les lunettes. Bon, maintenant, il laisse tomber. Mais dans la main, directement. La paume ordinateur, la paume qui visualise, la paume là qui parle, tu écoutes là, tu m'entends qui te parle, ouais, c'était juste ma main qui est devenue ordinateur. Et ce rapport de la main à l'image, c'est elle qui définit la vidéo verticale, c'est l'usage. Et Mosseri, pour Instagram, parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est quand il rendait compte à son Mark Zuckerberg de patron, qui s'appelle Metaverse maintenant, dire combien ça me rapporte Instagram. Ça rapporte pas encore tant que ça, par rapport à ce que ça dépense en silo, en serveur, en écologie. Les photographes professionnels, c'est eux qui ont fait la valeur d'Instagram. Tu allais là pour voir les photos de tes amis photographes, ou découvrir des démarches de photographie. C'est fascinant. Non, il dit maintenant, non, Instagram, ce sera la vidéo. Bon, moi, j'en profite, je mets des vidéos. Et il dit, tu regardes pas forcément les comptes de tes amis. Quand tu ouvres Instagram, tu vois arriver ce que moi, je te conseille de voir d'après ce que tu as déjà regardé. C'est là où nous, on a l'interstice pour dire, tiens, et si nous, à cet endroit-là, on la met. La verrue que Rimbaud
s'applique sur le visage. Bon, je reviens à ça. L'image verticale, horizontale. Si je me souviens des musées, les offices à Florence, le Met à New York, le Louvre, évidemment. Est-ce qu'il y a des photos carrées, des tableaux? Oh, le lapsus. Mais c'est des images. Les images avant la possibilité d'en faire une reproduction technique qu'on a nommée photographie. Ouais, vous avez des grands tableaux carrés, je me souviens de Poussin, comme ça, parce que à partir d'un certain format, ben oui, parce que c'est l'immersion. À un certain moment, le tableau est grandeur nature ou plus grand que toi. Et à ce moment-là, peu importe qu'il soit carré, c'est l'espace où tu installes le tableau, qui commande le format. Est-ce que tu as des tableaux verticaux, des tableaux horizontaux? Ouais, et pourquoi on a du mal, en tout cas moi, j'ai du mal à m'en souvenir, c'est que finalement, peu importe le cadre, tu évinces le cadre pour savoir quelle est la scène, qu'elle soit verticale, qu'elle soit horizontale. Quand la photographie est née, c'était des plaques de verre. Les plaques de verre, elles sont constituées à l'image. C'est des plaques, des châssis. On installait les châssis derrière la chambre. On travaillait ces jours-ci en atelier avec le livre de Richard Avedon. C'est une chambre 15/20, c'est format 4/3. Là, Avedon l'utilise exclusivement au format vertical. Est-ce que Avedon est pour autant un précurseur de TikTok et d'Instagram? C'est pas trop ça la question. Un des éléments, les premiers, c'est cette transposition, c'est-à-dire l'équilibre du rectangle. Le nombre d'or, pas forcément, puisqu'on est du 4/3, on est passé ensuite au 3/2. Beaucoup de photographies, moi-même, quand je retrouve des vieilles photos que j'ai faites avec mes tout premiers appareils numériques, vous voyez même le petit écran derrière, il est au format 4/3. Ça, c'est un petit Olympus. Je crois que ça a été mon premier appareil photo. Oh ben non, il marche pas, vous inquiétez pas. C'est pas, je pourrais pas l'utiliser. Les photos faisaient 32 kilo-octets. Vous vous rendez compte? Bah ouais, mais pourtant, ce truc-là, en 2002, ouais, ça a changé mon rapport à l'écriture et à la publication, sur web en particulier. Je mettais mes images et non plus les images que je pouvais collecter ici et là. On transpose sur une forme 4/3. Quand sont arrivés les ordinateurs portables, nous, par exemple, dans l'édition, c'était souvent la mode des écrans verticaux, ce qui ne pouvait pas prendre, parce que le livre se compose en double page, pas en page unique. Mais Mac a fait très longtemps des écrans verticaux. C'est les mathématiciens s'en servent encore de ces écrans verticaux. Mais quand ils ont décidé que l'écran serait 16:9, c'est tout simplement parce que les possibilités financières de bénéfices étaient liées à la diffusion de vidéos, et pas du tout aux lignes d'écriture. Tu fais toujours une page de traitement de texte à la verticale, parce que si tu fais une ligne de 160 caractères, tu n'as pas du tout le même rapport à la lecture bloc que si tu les mets à 80 caractères et que tu déploies des lignes comme ça. Ça, c'est des choses qu'on travaille en continu, en création littéraire aussi. Donc tout d'un coup, le 16:9 devient un format dominant. Les anciens films 4/3 que tu peux voir, par exemple, si tu t'abonnes à l'INA Madeleine, là où il y a toutes nos archives télé de quand on était gamin, j'adore. Mais on est du 4/3 et puis des deux côtés, tu auras une petite bande noire. De la même façon, maintenant on est dans le 16:9, mais si tu vas dans les salles de cinéma, eh bien, c'est le format panoramique. Et le format panoramique, ça aussi, ça rentre dans les paramètres dont on a à discuter. Là, l'appareil, enfin les deux appareils, parce que j'ai un appareil là, et j'ai un appareil là, tout près de moi, mais avec deux focales distinctes, eh bien, je peux enlever l'objectif, c'est-à-dire ce machin, et le remplacer par un objectif anamorphique, c'est-à-dire un objectif qui va capter l'image de façon resserrée, mais électroniquement, je pourrais la redilater, comme les anamorphoses qu'on trouve dans les églises romaines, pour avoir cette image panoramique qui est la salle de cinéma avec la largeur possible du bâtiment, plus d'immersion. Simplement, est-ce qu'on y va encore dans les salles de cinéma? Bon, ben, moi non, mais c'est une autre question. La question, c'est celle de ce rapport immersif qui continue d'évoluer. C'est-à-dire, le panoramique dans les salles géantes de cinéma
avec ce que vous pouvez voir aussi dans les trucs comme à la Villette ou au Futuroscope ou là cet été à Cap Canaveral. Génial, tu es dans une immersion totale où tu as l'impression que tu peux attraper là les choses qui te passent tout près dans l'espace. À ce moment-là, on pourrait considérer que l'appareil photo traditionnel qui installe un cadre et une représentation plane par son capteur et l'illusion parce qu'on déchiffre le monde en relief. Je prends mon casque, je l'amène, je le touche avec mon corps. Là, l'espace est une instance matérielle. Je vois une représentation plane sur l'image, que je la regarde sur le téléphone, sur mon écran, ou même là, dans le petit retour de l'appareil photo, et le cerveau recompose une illusion de relief à partir de cette représentation plane. Ce qui justifie d'ailleurs de filmer avec des appareils un peu plus complexes que le téléphone, qui en photographie n'y arrive pas, mais en film, avec ses algorithmes de décryptage de ce qui se passe là, dans son tout petit capteur à peine gros comme un demi-ongle, il arrive lui aussi à restituer le relief comme illusion. Alors cette question d'immersion, en quoi elle nous concerne? Par exemple, il y a 4-5 ans, je m'étais acheté une petite GoPro. Quel plaisir, parce que j'ai fait par exemple, on m'avait convoqué pour une visite à la médecine du travail. J'avais 67 ans. J'avais jamais eu de visite de médecine du travail de toute ma vie, enfin en tout cas depuis mes 27 ans, mon bref passage là, dans l'industrie. Eh bien, j'ai pris une petite GoPro à la main, j'ai filmé le trajet, je la posais, j'enregistrais. On est en immersion parce qu'elle est très grand angle, elle comporte un stabilisateur, on peut la mettre là sur le casque, là, ou si vous faites du vélo pour vous donner l'impression que vous êtes un champion sans être forcément un champion. C'est du bonne guerre commerciale, tout ça. Le rendu de la GoPro fait que... quand vous êtes devant ce que vous visionnez, l'injonction narrateur, en littérature on appellerait ça comme ça, photographiquement ça veut rien dire, mais l'image telle qu'elle se présente implique que vous allez percevoir ce qui vous entoure en disant que ma position de regard c'est ici ou là, et donc c'est vous convoquer votre corps pour cette illusion d'immersion transposée dans le film. Et ces petites caméras d'action, c'est ça leur principe. C'est pas la stabilisation, le grand angle, la manœuvre, le fait qu'elles ne peuvent travailler qu'en écosystème avec le téléphone pour charger. Il n'y a même pas de fil pour charger. Enfin, si, là, il y en a, mais on s'en sert à peine. C'est l'idée simplement que la position de spectateur, qui est assignée aussi par l'appareil là, que j'utilise, mais elle est assignée de façon plane. Eh bien là, elle est assignée avec une injonction de dire comment est ton corps quand il regarde. Où est ton corps? En tout cas, ce que tu vois implique de te positionner avec ton corps. Ce qui n'est pas le cas là par rapport à la représentation plane où on s'assoit et on regarde un type assis à une table qui parle. Là, on commence à être dans la bonne matière. Alors, évidemment, ensuite, pourquoi ces caméras-là ne font pas un plus gros tabac? Moi, c'est la 3e. Donc, ça veut dire que j'ai claqué des sous dans ces trucs qui sont gadgets parce que tous les 2 ans, ouf, arrive une nouvelle génération. On a quoi? On a 2 objectifs à 180 degrés et l'image recomposée, soit tu la regardes là sur un support plan et tu vas te déplacer et tu vas voir ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas, ou ce qu'il y a derrière toi. Et si tu la regardes avec un téléphone, c'est si tu mets le téléphone au-dessus, tu verras ce qu'il y a au-dessus. Si tu le mets là, comme ça, si tu le mets derrière toi, et là, le principe d'immersion est nettement supérieur. Par contre, pour que l'immersion soit bien supérieure, eh bien, il faut t'équiper d'une prothèse
Là, je vous vois plus, mais vous me voyez encore. Et cette prothèse, je vais l'oublier parce que l'illusion de réel est suffisamment forte pour que je m'imagine dans la réalité qui m'est montrée par le casque. Alors ça, j'ai pas trop suivi parce que j'avais déjà acheté un casque et pareil, ça change, ça change. Est-ce qu'on est au moment où ça devient vital? Ouais, pour nous, je pense, Creator, ça peut devenir vital. C'est-à-dire, si tu réfléchis pas à ces questions d'immersion, même la question littéraire va être... on risque de la laisser un peu s'éloigner derrière. Par contre, ouais, acheter le dernier Oculus Facebook pour avoir son avatar et tous ces trucs-là, bon, je me méfie. Mais cette question de l'immersion, tu peux pas y réfléchir sans le fait que ces appareils se miniaturisent et chaque fois, il y a même une GoPro Max qui s'appelle la GoPro Max, elle est sur le même principe et ça travaille comme ça à 360 degrés. À quoi ça sert? Ben, par exemple, ce qui a permis la vulgarisation de ces petites caméras, c'est que s'en servent les agents immobiliers, parce que tu peux faire une visite de lieu et regarder à droite, à gauche, ce qu'il y a par la fenêtre, tu peux te déplacer. Grâce à ça, ces petits appareils sont devenus, pas populaires, mais en tout cas accessibles. Voire par exemple, il y a qu'eux qui l'ont fait, et encore, ils ont dû payer quelque chose de monstrueux pour un truc extrêmement sommaire que moi j'aurais fait bien mieux avec mon petit machin. On peut visiter la maison de Claude Simon à Sals en réalité virtuelle, comme on dit, alors que n'importe quelle réalité est virtuelle du moment où elle devient image et qu'on réinterprète l'image. Alors où je vais avec ça? Sur ces questions de format, c'est-à-dire que du 4/3 au 3,5 et que les films sont passés du 4/3 au 16:9 et que le 16:9 aujourd'hui c'est une norme, même là je suis pas tout à fait, je suis en 17:9, je suis déjà un petit peu plus large, mais que le film, s'il n'est pas en panoramique, là, quand vous avez payé 6 balles ou 10 balles pour aller dans un cinéma, vous dites, bah, c'est un peu ringard ce truc, mais qu'on arrive à chaque fois à le faire nous-mêmes avec nos outils personnels. Bon, là, c'est la caméra 8 mm de mon paternel. Oh bah ah ouais, alors c'est un travail de mémoire et un travail aussi de mémoire qui n'est pas seulement à cause de mon père et des petits films familiaux qu'on faisait, mais de l'orfèvrerie mécanique. C'est un truc suisse de l'orfèvrerie optique que ça représente. Et on a toujours, nous, à utiliser la mécanique et l'optique, sans parler de la chimie, comme métaphore pour comprendre les objets actuels qu'on utilise. Mais ce défilement-là de la pellicule qui s'enroule et qu'on met à développer, ce qu'elle met là derrière l'objectif, c'est quoi 8 mm par rapport à 35 mm? Eh bien, c'est la taille du petit rectangle qui défile 25 fois. C'est un défilement mécanique. Est-ce que ça correspond à une réalité pour ça? Non. Par contre, là, les appareils que j'utilise, ils sont toujours basés sur des capteurs. Celui-ci d'en haut, là, 24-36, donc ce qui correspondait aux pellicules 35 mm. Et puis, celui-ci, là, qui est de qualité d'ailleurs tout à fait adéquate aussi, le GH5S, avec un capteur beaucoup plus petit, on les appelle 4/3, mais enfin en tout cas ça doit être gros comme ce petit machin-là, tandis que l'autre c'est gros comme ce machin-là. Les appareils continuent de reproduire ces caractéristiques indépendamment des formes d'usage qui, elles, sont passées au mode panoramique ou au mode vertical. Alors comment on les fait, nos vidéos verticales? Ça veut dire que tu vas te cadrer en disant que tu n'as droit qu'à ça. Là ça sort. Alors on peut travailler sur des paysages. On est habitué à décrypter le réel, même si on n'en voit que cette petite fraction verticale. Est-ce que ça nous limite par rapport à la fiction? En quoi l'image, puisque ce qui compte c'est l'illusion qu'on reconstitue mentalement à partir de l'image, en quoi le format de l'image
diminuerait ou accentuerait la fiction? Est-ce que j'ai besoin de format panoramique ici pour un brave type qui cause? Mais si je deviens tête qui parle à la verticale, oui, évidemment, ici, je suis content parce que je peux sortir mes livres, je peux toucher mon casque, je peux montrer des objets ou parfois partager ce qui se passe sur mon écran d'ordi. Donc j'utilise cette convention de l'horizontale pour installer un statut du discours qui est peut-être ce que j'ai appris à faire dans les ateliers d'écriture ou la période où j'étais prof en école d'art et où on se disait, tiens, chaque mercredi, 10h30 à 11h30 ou 10h45, 11h45, pendant 1 heure, je parle littérature, chaque fois sur un thème et un auteur différent. Et si vous arrivez en retard, vous ne franchissez pas la porte. C'était l'astuce que j'avais trouvée parce que, en école d'art, c'est quand même tout un poème parfois de travailler. Peu importe, mais est-ce que je reconstitue là, par rapport, par exemple, à d'autres vidéastes, prenez Casey Neistat, tu as quelque chose à dire? Ouais, tu installes ton appareil là, tu l'installes là dans le couloir, tu arrives et tu racontes la suite, etc. etc. Donc, il n'y a pas d'injonction à faire des vidéos sur table. Quand je passe à la petite vidéo comme ça, c'est-à-dire si je transférais cette vidéo à la verticale, je pourrais très bien l'installer sur TikTok ou Instagram en limitant la durée, ce que j'ai pas envie de faire ici. Est-ce que je pourrais prétendre avoir la même densité de regard sur un discours long, appelons ça chronique ou ce que vous voulez? Peut-être que c'est l'usage, parce que justement, ce qui détermine le temps et la limite de temps, c'est que tu vas le regarder là en mobilité, comme nous disons aujourd'hui, dans un temps d'attente ou dans un temps que toi-même tu as appris à considérer comme actif. C'est-à-dire tu lis un article de journal, tu balayes. Tu lis un blog, tu as un lien, tu balayes. Tu regardes une vidéo, eh bien tu sais qu'ensuite tu vas... Et ce qu'a introduit ce TikTok justement, c'est que ce balayage, qu'il soit avec le doigt ou qu'il s'effectue automatiquement, il se génère de lui-même. Donc on s'insère dans un flux. C'est compliqué avec YouTube, par exemple. YouTube, qui a une fonction à la fois de sédimentation sur Google, c'est-à-dire que si tu introduis selon le titre et selon ce que eux-mêmes déchiffrent de ce que tu dis, c'est plus la peine de mettre des mots-clés sur nos vidéos YouTube. Mais le titre, lui, continue de faire des injonctions et surtout qui regarde. C'est qui regarde ta vidéo qui détermine, en gros, ça doit parler de ça si c'est cette communauté-là, cette section-là de gens qui la regardent. C'est compliqué, il faut apprendre aussi à penser avec ça. C'est pas une injonction d'y être, c'est se dire que si on veut le considérer comme esthétique, création, mais aussi résistance, partage, communauté de réflexion, eh bien, on ne peut pas le faire sans y mettre les mains. Alors, YouTube, par exemple, qui a bien constaté que courir après les autres, courir après TikTok avec les shorts, ça produit des trucs, mais ça peut pas générer de pub, tu peux toi gagner, être rémunéré, mais à condition d'avoir plus d'1 million de vues par tes trucs. Moi, je préfère me tenir à distance de ça. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne expérimentation verticale par rapport à la chaîne principale. Comme ça, je mélange pas. Si vous utilisez de façon réseau ce que je baratine, vous avez un espace pour ça. Mes petites histoires de la littérature, disons que sur YouTube, elles sont regardées 40 fois par jour. Sur Instagram, elles sont regardées entre 300 et 500 fois par jour. Donc, c'est pas les mêmes gens. Ça veut dire que les 300 personnes qui chaque jour regardent mes petites bidouilleries, histoires de la littérature, s'il y avait un lien où il fallait uniquement les regarder sur YouTube, ils ne viendraient pas. Et sur TikTok, ça peut varier. Par exemple, là, j'ai mis une vidéo Flusseur, Willem Flusseur, une mort injuste. Si t'as mort, paf, c'est 0. L'algorithme te balance dans le fossé. 0 vue, ou en tout cas 5-6. Par contre, si c'est là, ordinairement, t'as 500, 600. Et est-ce que sur Instagram, je peux à peu près deviner
qui regardent. Et justement, beaucoup d'amis artistes, musiciens, photographes. Donc c'est important aussi, ça garde une espèce de spécialité on est les artistes entre nous, mais c'est pas si simple. Par exemple, générationnellement, là, les étudiants que j'avais à Camondo, est-ce qu'ils sont sur Facebook? Non, n'y sont plus. Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Oui. Est-ce qu'ils sont sur TikTok? Oui, mais avec des pseudos, des faux noms. Et moi aussi, j'y suis sans mon nom. Pour revenir au solide, bien là, YouTube a décidé que maintenant, quand une vidéo était verticale, c'est-à-dire que jusqu'ici, vous regardez votre YouTube, si vous le mettez... Là, c'est un petit rectangle qui s'affiche ici au milieu de la surface verticale. Et si vous appuyez sur plein format, à ce moment-là, il faut tourner votre téléphone à l'horizontale pour voir la vidéo au format horizontal. Eh bien, maintenant, si moi j'installe une vidéo verticale, YouTube, mais c'est juste depuis 10 jours, vous voyez, c'est en quoi il y a des enjeux hyper sérieux, reconnaît qu'elle est verticale et vous met le plein format juste au niveau... Bon, vous allez me dire, mais on s'en fout de ces histoires. Je crois que s'il s'agit de s'en foutre de ces trucs-là, je crois que j'ai payé bien plus que quiconque autre. Et je garde la résistance. C'est-à-dire, si j'utilise ça, j'utilise par exemple jamais, moi, de messagerie avec, où on voit, là, vous savez, FaceTime ou ces trucs-là. Je déteste ça. Par contre, par exemple, hier, j'avais un rendez-vous de travail, salut Didier, je téléphone pas, j'aime pas téléphoner non plus. Donc je dis, attends, je t'envoie un lien Zoom. Ça veut dire qu'on a fait les réunions de travail ici à taille d'écran, et puis avec en plus le petit chat pour envoyer des liens ou orthographier des noms. Tiens, on parlait de Mathieu du Pérex, par exemple. Là, on est encore dans ce même jeu de transposition, de dire, en fait, je t'invite là, mets ta chaise devant mon bureau, et puis regardons l'écran ensemble. J'ai trouvé un espace de fiction par la vidéo verticale, et sa durée, entre 1 minute et 2 minutes, qui m'induit, non pas un autre rapport de création ou fiction, ça c'est secondaire, un autre rapport par rapport à la convocation de moi-même qui se passe quand j'enregistre. Ça aussi, on en parlait avec quelques copains là, il y a 3 jours. Est-ce que Sébastien Bailly, Michel Brosseau, il faut installer ce temps d'installation. La lumière, l'endroit où tu mets l'appareil. Je pourrais aussi mettre l'appareil à l'horizontale et puis filmer directement. Là, dans ce format vertical, c'est pas ce que je fais. Je prends cette vidéo telle qu'elle est, et puis ensuite, quand je l'importe, là, je la installe en verticale et je la retaille pour qu'elle soit à peu près cadrée. Cette convocation, l'installation matérielle, elle est déjà une préparation mentale. Une fois que c'est parti, alors j'ai une liste là, par exemple pour Histoire de la littérature, je dois en avoir encore 20-30 d'avance. Je sais que je vais passer les 100. Est-ce que je continue après ou est-ce que je reviens à autre chose? Je ne sais pas pour l'instant. C'est bien de garder aussi cette liberté. Tu ne t'astreins pas à un devoir. Discussion collective, mais si c'est autant de boulot, pourquoi vous vous emmerdez à le faire? C'est le fric? Bah, bien sûr que non. Ça ramène rien. Pire que ça. Là, dans mon site, il y a dire, vous aimez ce boulot, s'il vous plaît, donnez un petit coup de pouce par Patreon. Il y a plein de plateformes comme ça. Il y en a une qui s'appelle Pay Me a Coffee. Donc tu dis, a priori, c'est comme un petit pourboire, mais le petit pourboire, c'est ce qui va t'aider à changer ton matos ou à prendre le risque d'acheter quand même une petite truc 3D. C'est ce que tu trouves dans toi-même qui signifie par rapport aux ombres, au désordre du monde. Et ça, il suffit de rien. Il suffit d'un crayon et d'écrire là sur ta peau, et tu l'as. Ou il suffit de... Prenez Jacques Roubaud, qui a mené cet exercice qui a pourtant plus de 3500 ans. Tu penses, le mot a projeté Jérémie dans sa citerne. Le langage, quelque part, garde une autonomie, y compris par rapport à tout support matériel. La première autonomie radicale du langage, c'est ce que tu forges et ce que tu mémorises avant même de le proférer, ce qui est déjà une publication. Par contre,
l'histoire de l'écrit, l'histoire de l'image, l'histoire du livre ensuite, et l'histoire de la publication, avec là ces modes de publication qui nous permettent la voix, le corps, l'image, eh bien c'est cette histoire qui permet la transition de quoi à quoi? Transition du fait que le support, qu'il soit écrit, qu'il soit podcast oral, ce micro-là qui est hors champ, ou qu'il soit directement avec cet appareil et publié ou le faire en direct, la plateforme Twitch par exemple, c'est en quoi, à chaque époque de l'écrit, et depuis le tout début, prenez les petits traités de Pascal Quignard sur ces mystères-là, comment les Romains apprennent à écrire sur des rouleaux très longs, des rouleaux qu'on déroule, et puis à un moment donné, eh bien, Lucrèce, De Natura Rerum, il va y avoir 14 rouleaux, parce qu'on a augmenté le corpus, parce que le support a changé, et donc comment on le coupe ? Ben on le coupe pile, non pas à la distance là qui serait les deux bras tendus, ce qui serait a priori une des possibilités techniques logiques. Non, on le coupe à une tragédie de Lucrèce. Le rouleau fait 2,30 m ou 2,40 m. Eh bien, l'unité de temps qui détermine la durée de tragédie va devenir la longueur matérielle du rouleau. Merci Pascal Quignard. C'est tellement dingue d'avoir fait ce boulot-là et de l'avoir fait en amont d'Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que ce cheminement continue encore. Ce qui est dur pour nous, c'est qu'il s'accélère, que les objets sont en obsolescence rapide et que les modes de diffusion sont aussi en obsolescence rapide. Qu'est-ce que fait YouTube? Ils ont inventé avant même que Google les rachète et en fasse le YouTube actuel. C'est ce truc que tu déposes dans des silos et que selon la vitesse de ta connexion, là j'ai fibre optique, un grand écran. Mais si je me balade ou que j'attends à la gare, bon, j'aurai du 4G, ensuite ça devient un peu limite. Mais que la compression d'image tiendra compte, le livre, il a le même format, où que tu le regardes. Encore que, puisqu'on le lit aussi de façon numérique, et que j'aime bien avoir les deux versions, ma version de travail et ma version pour le retrouver quand je veux, et que ce soit un outil de boulot. Mais globalement, ça ne change pas, ni selon l'endroit où tu lis, l'heure où tu lis, et le support même, encore qu'il y a le livre de poche, par rapport à l'édition originale, etc., etc. Mais ce vocabulaire, il n'est pas né avec Internet. Mais ce fait que la compression dépende du mode de consultation et du support de consultation, bien, l'image, évidemment, n'est pas la même. D'où le fait qu'on utilise des images de qualité, même sachant qu'elles sont vues avec une compression qui est pas pire, qui est moins pire que celle qu'on voit sur Facebook, etc. Ce qui compte là, pour moi, c'est que le support et l'usage déterminent aussi les formes de fiction. Est-ce que c'est nouveau? Non. La littérature épistolaire, tout au long du XVIIIe siècle, les liaisons dangereuses, c'est le moment où la correspondance privée échappe à la censure en partie et se glisse dans un temps quantifiable. J'envoie une lettre, Madame de Sévigné à sa fille, ça mettait 9 jours, ça fait que la lettre pouvait être recopiée en gros par étapes successives 400 fois quand sa fille la recevait. Littérature sans livre. Mais au XVIIIe siècle, au moment de Coderlo, de Laclos, Liaison dangereuse Diderot et les autres, Rousseau, la Nouvelle Héloïse, tout ça, ce qu'on doit à la littérature épistolaire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'illusion de réel. Je t'écris une lettre, donc c'est pas du roman. Donc le roman mange l'épistolaire et se présente sous forme épistolaire. Ça vaut aussi dans Balzac. Il y a encore de l'épistolaire dans Balzac. L'épistolaire, c'est que j'ai une instance d'illusion immersive, parce que on me prend à témoin d'une correspondance privée. Et c'est tout ça qui se joue derrière. Qu'est-ce que
le changement d'usage et de support détermine par rapport à la prise de parole et la fiction. Alors, tout à l'heure, je parlais comment on les tourne. Pour moi, j'ouvre, donc j'ai 2 ou 3 repères. Je sais que je vais parler là. Je vais en faire une sur Rimbaud. Je voudrais faire une série sur Rimbaud. Donc j'ai 2 ou 3 idées. Et puis, je sais que quand je vais être parti, je vais mettre un fond noir, là, un bout de tissu là, que j'ai acheté 25 balles sur Amazon pour transformer ça en studio avec des grosses pinces à linge là, accrochées à mes étagères. Et puis, j'appuierai sur le rouge de l'appareil, j'appuierai sur le rouge du magnéto, je ferai mon clap de synchronisation et que je vais improviser sans savoir combien de temps ça dure. Des fois, ça va dépasser 2 minutes, des fois, ce sera trop court. Et puis que ensuite, tu te mets comme ça, tu te reconcentres, tu respires, je reclaque dans les mains, c'est pas nécessaire, mais ça m'aide. Et je refais une deuxième. Et puis, en général, ça dure une vingtaine de minutes. Et quand je les charge sur l'ordi, combien t'en as fait? Oh, t'as dû en faire 5 ou 6. Ah non, t'en as fait 8 ou 10. Ah non, finalement, il y en a tant et tant. Et puis tiens, c'est quoi qui t'a été raconté ici? Et ce principe de se perdre, là, je crois que pour moi, c'est ce que je dois à l'image verticale. Ça m'a permis de me perdre plus loin, mais de me perdre dans une quantification temporelle. Là, je sais pas, imaginons en général, ces chroniques, elles font entre 30 et 40 minutes. C'est déjà beaucoup trop, c'est pas grave. C'est un format que j'ai appris justement dans ces heures de cours ou d'atelier. Peu importe qu'on les partage ou pas. Ceux qui ont besoin, ils trouveront à le partager. Ceux qui n'ont pas besoin, déjà, ils sont plus là. C'est même pas la peine que je dise « je vous aime quand même ». La question, c'est que dans ce format, j'ai réintroduit une quantification qui devient ensuite la vidéo quotidienne. Je pourrais le faire, par exemple, diffuser sous forme d'une vidéo qui s'appelle « 10 improvisations sur Balzac ». Et j'y converge aussi à ça. Alors, est-ce que je le ferai, par exemple, là, dans ce format vertical? Non. Mais parce que l'usage, c'est-à-dire, par exemple, ce qui est très curieux sur Instagram, c'est que si je le mets, par exemple, à 7h30 du matin, paf, là, en 40 minutes, je vais avoir 90 ou 130 visionnages. Ça veut dire que ce moment, la lecture du journal, autrefois c'était le journal du soir, il y avait les journaux du matin, les journaux du soir. Eh bien, ces choses-là, elles n'ont rien à voir avec Internet, mais ces pratiques de lecture immersive, si elles sont liées à l'usage, on se greffe là, on greffe une autoréflexion vers littérature et langage depuis un usage quotidien. D'aller voir, c'est quoi les nouvelles du jour? Et je pourrais pas m'en passer des nouvelles du jour depuis le 24 février dernier et ce jeu d'angoisse qu'il y a à ouvrir ça. En quoi, peut-être, c'est cette angoisse qui m'a ouvert à cette nécessité d'aller installer cette toute petite vidéo d'1 minute. Alors, image verticale, est-ce que image horizontale, image immersive, le jour où ce sera en place, je crois que je basculerai, je suis prêt à basculer, justement parce que je cogite sur les outils, qu'est-ce que ça change aux formes de narration, aux formes de fiction. Est-ce qu'on pourrait penser techniquement, arriver à se dispenser de l'appareil représentation? L'appareil d'émission et de publication, probablement pas. Mais faire en sorte, c'est ça le métavers avec le casque, je peux évacuer de ma relation à l'illusion le dispositif de représentation avec son cadre, avec ses formats de cadre, ou son cadre vertical. En quoi l'image verticale donne une assise à la fiction, justement parce que on a cette possibilité de se skyper, de se facetimer, de se parler en images, juste là, d'un petit truc et en marchant. C'est ça, pour moi, là où on doit être prêt aussi à ce que l'immersion, comme c'est le cas depuis combien? 40 000 ans? Un copain comme Loïc Lecallec me dirait « Oh bon gars, tu joues petit ».
Non, il me dit pas comme ça, Jean-Loïc. Mais c'est pour ça aussi que nous, on a besoin de mon homonyme François Bon, archéologue. C'est pas moi, c'est un autre. Ou de copains comme Jean-Loïc Lequelec. On a besoin de s'ouvrir au temps. On a besoin d'interpréter la folie du présent, la dureté du présent, avec ses outils capitalistiques, avec cette violence du diktat algorithmique. À échelle de temps, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut le dire, comme Rimbaud. Vous êtes là, je m'implante une verrue sur le visage. Aujourd'hui, maintenant, en vertical, en panoramique. Et ouais, ça demande du boulot, mais je pense qu'on est loin d'être assez nombreux. La vidéo, ça commence à venir, là, ça y est. Et se dire, attention les gars, attention. YouTube, il y a ce même mouvement que Facebook, etc. À un moment donné, où est le couteau? Nos vidéos couteaux, elles doivent apprendre le vertical. Et cette injonction, est-ce qu'on la prend dans l'air du temps? Non. On la prend dans les livres, ce qu'il y a derrière nous. Je lis pas mal Montaigne en ce moment. Montaigne, c'est ça. Aussi. Déjà.